Est-ce que, est-ce que je peux vous éclairer sur certains trucs? Moi, je vous dis, l'expérience là que je suis en train de finir, c'est donc ce long métrage avec des vrais comédiens, où je me suis confronté à vraiment une narration qui est très cinématographique. Donc, si Peut-être vous juste avez pour des... les gens qui connaissent pas ce projet, est-ce que tu veux le développer un petit peu parce qu'on Écoutez, a encore, c'est un projet donc qui on va a faire... quoi? On a encore un quart d'heure, 20 minutes avant le pause et je pense que tout le monde a envie aussi d'entendre un peu ta pratique et sur la partie storytelling et sur l'utilisation des nouvelles Oui, technologies. bah écoutez, là, Voilà, moi je suis n'hésite parti pas. sur une ambition qui était une ambition assez simple, qui était est-ce qu'on peut raconter une histoire de manière classique, c'est-à-dire grosso modo une histoire avec une narration cinématographique, mais avec une valeur ajoutée qui est la réalité virtuelle, qui va nous donner je veux dire, des atouts qu'on n'a pas en narration classique. Et donc, j'ai fait quelque chose qui était pas. Je me suis pas lancé dans quelque chose d'interactif. En fait, j'ai fait de l'interactivité, moi, avec Addict, dont je parlais tout à l'heure, où c'était au début des séries web. Et depuis ce jour-là, je suis totalement revenu de l'interactivité. Je trouve que soit on est dans un jeu vidéo et on est actif, soit on est assis sur son canapé et on regarde une fiction ou ce qu'on veut bien nous montrer. Mais je trouve que l'entre-deux, personnellement, moi, ne me convient pas. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais du coup, j'ai pris la VR, moi, vraiment comme quelque chose, comme un trip. C'est-à-dire qu'on met ce casque, on est immergé dans un truc, et rien que ça, déjà, c'est vachement bien. Et donc, j'avais une histoire dans mes tiroirs, qui est une histoire qui s'appelle Fan Club, hein, qui met en scène, en fait, grosso modo, une star du petit écran qui va se retrouver kidnappée par ses fans. On va croire qu'elle est kidnappée. Puis en fait, au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'en fait, les fans ont une raison de l'avoir kidnappée, que ce n'est pas des psychopathes, mais que c'est une vengeance. Et puis dans un troisième temps, on va s'apercevoir que c'est une fausse vengeance et qu'ils sont plutôt préoccupés par un phénomène de catharsis et de résilience. Et du coup, de l'expérience VR, en fait, va permettre ça. Et il y a aussi, comment dire, elle sous-tend que l'expérimentateur de l'expérience va lui-même participer de cette résilience et éventuellement pouvoir diffuser après cette espèce de schéma qui va s'introduire en lui de résilience, de bienveillance, de transformation positive des choses, en m'appuyant aussi sur les expériences que je n'ai pas encore expérimentées, mais que je suis avec attention d'Hypno VR. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, la VR est très performante pour tout ce qui est hypnose, à tel point que, alors ça, je demande à le voir, moi qui ai très peur d'aller chez le dentiste, maintenant, on peut mettre un casque et on est hypnotisé par le biais du casque et on n'a pas besoin d'anesthésie. Et a priori, ça marche. Ce qui donc démontre qu'en fait, la VR en fait, a une capacité pour moi très intéressante, c'est qu'elle touche à comment dire, des mécanismes d'appréhension de l'image, du son et donc de l'histoire qu'on va projeter, différentes du cinéma. Et c'est donc, moi, ça m'a intéressé pour ça. Et donc, j'essaye de plonger mon spectateur à travers donc une histoire qui va comporter 4 actes. Parce que en fait, j'ai été confronté à pratiquement plein de problèmes depuis que j'ai commencé ce projet, qui va de la durée, comment pouvoir proposer une histoire longue à des gens en sachant que le casque pèse lourd, que c'est pas encore au point, que le cerveau fatigue tout de même assez vite. Donc là, finalement, on a opté pour faire rentrer le spectateur, enfin l'expérimentateur, dans un monde. Et une fois qu'il est dans ce monde, un petit peu comme s'il était là, je me suis inspiré du spectacle vivant, il va avoir 4 actes et on va revenir à des entr'actes qui vont être un petit peu reposantes pour le cerveau. Donc ça, c'était pour la question de la durée. Après, c'est poser la question, je vous dis un peu les trucs en vrac, hein, si ça peut éventuellement vous servir ou vous intéresser. Par exemple, le jeu des comédiens. Donc là, j'ai pris des bons comédiens. Il y a Sylvie Testu, il y a Denis Lavant, il y a Arthur H., il y a Kassovitz. Et donc j'ai pris exprès des bons comédiens mais après comment les faire jouer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas présent sur le plateau, vous pouvez pas, c'est difficile en fait de contrôler, de les diriger parce qu'on n'a pas forcément. Moi j'avais un retour, alors j'ai tourné avec l'Insta pour des questions économiques et pratiques, mais du coup vous avez un retour saccadé. Donc vous voyez pas exactement, vous êtes là avec votre casque, vous entendez à moitié rien, vous voyez rien en gros, quoi. Donc vous êtes obligé de faire les trucs un peu par télépathie à distance. Après, se pose la question du découpage. Moi, quand j'ai commencé à faire de la VR, je me rappelle d'un Skype assez long avec Félix et Paul, où il me disait, mais non, mon vieux, écoute, t'as rien compris, on peut pas faire de découpage, la VR, c'est pas du cinéma, ce qui est totalement faux. En fait, on peut tout à fait découper en VR, et ça marche très bien. En fait, la question, c'est qu'il faut que le montage soit bon. Quand vous faites un montage en 2D, si vous avez des faux raccords, ça vous écorche un peu l'œil, mais c'est pas très grave. Quand vous avez des faux raccords en VR, c'est votre corps qui impacte, et du coup, je veux dire, vous le ressentez très très mal. Mais si votre raccord il est bon, je veux dire, ça passe comme une lettre à la poste, hein. Moi, du coup, est-ce qu'on peut faire des gros plans? Oui, on peut faire des gros plans. Moi, j'ai balancé le premier truc que j'ai fait, j'ai balancé des plans en 2D, évidemment, comme je venais du cinéma,
de manière un petit peu sournoise dans ma sphère VR, vous faites des plans 2D qui arrivent, ça marche très bien aussi. Enfin, du coup, j'ai essayé plein de petits artifices comme ça de narration, mais avec ce truc, est-ce que je peux raconter une histoire et est-ce que cette histoire va avoir un effet sensible différent que si je l'avais raconté en 2D? Donc c'était un peu mon challenge qu'on est en train de finir laborieusement. Je ne peux pas vous dire encore que ça va être réussi. En tout cas, même si c'est raté, ça va être intéressant parce que j'aurai expérimenté pas mal de choses. Mais j'ai bon espoir que ce soit en fait que ça tienne le coup. Là, on vient de finir le premier montage. Et donc, c'était une expérience très intéressante. Oui. Le rapport entre la prise de vue et la post-prod, parce que du coup, la post-prod, elle arrive trop tardivement. Est-ce qu'on peut réparer en post-prod ou est-ce qu'on peut refaire en post-prod? Parce que la question de la post-prod dans la VR, elle est énorme. Alors, oui, alors là, c'est une très, très vaste question. Donc, moi, le premier problème auquel je suis confronté avec la VR, c'est la mauvaise qualité de l'image qui me tue, surtout avec l'Insta. Bon, on a regardé tout, entre tous les ratios, le temps qu'on avait, l'argent qu'on avait. Bon, l'Insta s'est révélé la meilleure solution. Sauf que l'Insta, ce qui caractérise en fait le cinéma, vous le savez tous, c'est qu'en fait, vous avez une identification inconsciente avec des mimiques, des comédiens, des choses comme ça. Il y a toute une gestuelle de l'acteur et notamment du visage qui sont extrêmement parlantes et qui parlent à l'arrière-fond de votre cerveau. Si vous n'avez pas une bonne définition du visage du comédien, vous perdez énormément en impact du comédien. Ça a l'air idiot. Du coup, quand vous avez une image un peu pixelisée, un peu floue et tout, non seulement c'est un peu moche, mais quand vous êtes en train d'essayer de faire passer du jeu de comédien, c'est un vrai problème. Donc ça, c'était un problème. Après, pour ce qui est de réparer l'image en post-prod, on peut atténuer des trucs. Par exemple, on a fait un truc pour la SNCF, on s'est retrouvé, on avait tourné de nuit, donc on a rajouté de la fumée, on a fait des petits trucs, des machins, mais on n'a pas réussi à rendre une image magnifique alors qu'elle était moche. Malheureusement, ça... donc là, par exemple, pour Fan Club, j'ai essayé de l'alterner des VFX parce que tout ce qui est image 3D, par contre, ça marche très bien. C'est la prise de vue réelle, par contre, la qualité, sauf si vous tournez avec des rigs. Alors là, il y a des rigs qui ont été faits plus expérimentaux, ou même la GoPro est mieux. Le problème, c'est que le ratio temps de tournage, moyen que vous avez, disponibilité des comédiens et tout ça, sur une fiction longue, c'était difficile. Après, sur des gens qui ont un gros budget pour faire 4 minutes, vous pouvez avoir une image qui est bien. Mais grosso modo, pour moi, l'image en prise de vue réelle, dès que vous êtes un peu, que vous sortez d'un plan extérieur ensoleillé, je trouve que c'est pas extra. Après, pour ce qui est de la post-prod est tout de même incroyablement complexe. Moi, mon gros atout, c'est que j'ai fait des enfants et que ces enfants ont été formés à la post-production, qui n'est pas du tout mon domaine, très tôt. Et donc, on a un petit studio et comme j'exploite mes enfants, on a réussi à faire des projets VR dans un cadre économique. Là, on est sur un budget de moins d'1 million d'euros pour tout de même 60 minutes de fiction avec des comédiens connus, ce qui est donc un challenge inouï. Personne ne s'en rend compte, mais en fait, il nous aurait fallu au moins 3 fois le truc, mais parce qu'on bidouille, parce qu'on essaye des choses, parce que et je me suis donné une latitude à l'écriture. C'était assez cadré l'écriture, mais disons qu'il y avait un volet d'environ 30% d'improvisation. C'est-à-dire que je suis encore en train d'écrire des choses, je m'aperçois là que ça fonctionne pas, donc comme moi je maîtrise l'écriture, du coup je rajoute de la voix off, je rajoute un petit effet spécial, bon, mais c'est vraiment un truc expérimental, hein. Voilà en gros qu'est-ce que je peux vous dire. Il y a plein d'écueils, par exemple le son. Vous voyez, vous faites un truc, alors vous avez les premières réunions avec les mecs du son. Ouais, alors c'est génial, ça va être du son spatialisé, c'est super, oh là, putain, c'est ouf, c'est vraiment super et tout. Vous arrivez, bon, on fait le son spatialisé, déjà on n'y comprend rien, c'est hyper compliqué. Truc, vous n'entendez rien, parce que quand vous mettez le casque, vous n'entendez rien, parce que c'est toujours pas mixé, je sais pas quoi, le truc spatialisé. Bon, ok, arrive enfin le grand jour où le mixage est fini. Ouais, super, le mixage est fini, mais on peut le regarder dans un casque. Ah bah non, ça marche pas avec les casques. Ah bon, ça marche pas avec les casques? Non, ça marche pas. Le truc qu'on a fait, ça marche pas. Ça marche avec un casque, mais pas avec l'autre ou truc comme ça. Bon, ça, je vous dis, c'est un détail parmi d'autres. Donc, nous, ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, je pense que là, ça va se fluidifier, mais c'est tout de même très, très, très laborieux, quoi. C'est-à-dire que et puis, alors, il faut faire de la veille tout le temps parce que vous tournez avec un truc et puis il y a déjà un truc nouveau qui est sorti. Enfin, c'est tout le charme en fait de cette expérience. Ça a été ça. Ça a été le côté nouveau. Et pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Donc j'ai hâte d'avoir fini Fan Club pour me rendre compte si c'est une bonne idée déjà d'écrire des histoires pour la VR ou si la VR va être... Alors à côté de ça, on a fait aussi des films corporate à côté pour se former, notamment des films de formation. Ça, il y a un truc qu'on ne dit pas assez. C'est pour reprendre l'expression là, de TF1, là, je ne sais plus quoi, temps de cerveau disponible. Mais avec la VR, vous avez 100% de la personne. Elle a un casque sur les oreilles, elle a un casque sur les yeux. Et pour donner... On a fait un film, par exemple, de formation pour les apprentis agricoles. Ben, vous mettez le casque, vous êtes sûr de ne pas vous faire hacher par la moissonneuse-batteuse une fois que vous envoyez le casque. Vous avez mémorisé parfaitement le truc. Il y a un taux d'impact de l'information qui est vraiment très intéressant.
Donc moi, voilà, pour résumer, je trouve que la VR à mon avis, il y a des gens à un moment donné qui disaient que ça allait faire un pchit. Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est en train de prendre, de trouver ses marques. Alors après, comment ça va se diffuser exactement? Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a vraiment un potentiel qui est propre à la VR. Il ne faut pas le penser évidemment comme du cinéma. Mademoiselle? Mais je vous en prie. Oui, alors écoutez, le collectif VR Story est né parce que j'avais animé une formation sur la narration VR justement. Et ça, il y avait un tel enthousiasme à l'issue de ce stage qu'on avait créé un collectif justement sur la narration VR. En fait, moi, je me suis aperçu quand je suis arrivé dans le milieu de la VR, c'est que beaucoup de gens autour de moi venaient pas vraiment du cinéma, mais plutôt soit du transmédia, soit étaient des geeks. Et je trouvais que le côté narration était vraiment un peu en dessous, justement suite à la discussion avec Félix et Paul et tout ça. Bon, j'étais un petit peu, circonspect. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui se focalisaient sur la technique et pas assez sur la narration. Comme moi, la narration, c'est même mon cœur d'activité. Donc on a créé ce collectif qui, pour l'instant, est un peu au point mort, mais qui a permis pendant un an en fait, de faire un petit focus sur ces questions-là. On a fait quelques soirées. Et ma foi, ça a été pas mal parce que comme on fait aussi partie du think tank qui maintenant s'appelle UniXR et non plus Univers, je pense que ça a permis en tout cas que la question de la narration flotte un peu dans l'air alors qu'il me semblait qu'elle était un peu absente. Et du coup, j'en profite pour te dire que cette approche-là et cette formation que vous aviez montée, elle n'existe pas vraiment. Il y a plein de formations sur la VR qui sont des formations ultra théoriques avec des gens qui viennent partager leur expérience et c'est super. Mais ce format-là qui était en gros, on a une feuille vierge, une feuille blanche et on est là, on est une petite équipe et on met les mains dans le cambouis et on sort un film avec ta démarche qui est vraiment une démarche de storyteller en fait. Moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs et je pense que ça vaudrait le coup que... Alors, Ouais, je sais que tu n'as pas le temps, oui, mais mais je faut pense qu'on qu'il y en a une refasse vraie une. demande. Ouais. Il y a une vraie demande. Ouais, il y a plein de gens qui m'ont demandé alors, qu'est-ce que tu conseilles comme formation? Honnêtement, ça vaudrait le coup de réfléchir à ça. Non, mais ça s'était très bien passé. Alors, il y a une chose aussi. Là, par exemple, sur ce film-là, j'ai travaillé avec une directrice artistique qui s'appelle Élise Morin, qui venait de l'art contemporain. Et le côté penser, l'espace. Alors, quand on fait un film, les repérages sont très importants, les décors sont très importants, mais là, d'autant plus. En fait, moi, j'ai vraiment pensé l'espace comme quelque chose d'organique et quelque chose qui faisait vraiment partie de la narration, mais au-delà du signifiant, qui était vraiment quelque chose de vivant. Et bon, en plus, ça se prêtait à l'histoire. Et je pense que c'est évidemment tout le côté spatial, physique et le côté spatial sonore sont vraiment des choses qui sont. Mais il faut tout de suite penser à ça. Et pour vous donner un petit truc, en fait, moi je suis plus littéraire tout de même au départ que cinéphile ou cinéaste. Et en fait, à l'époque, j'étais assistant réalisateur et j'avais tourné avec un vieux chef opérateur. Il m'avait dit, mais moi, quand je marche dans la rue, je travelling. Quand je tourne la tête, je panote. Quand je regarde quelqu'un, je zoome. Et ça m'avait fait un déclic. Et après, j'ai fait des films. Et quand j'ai fait de la VR, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il faut penser en sphère. Et je me suis mis à penser en sphère. Et ça a l'air de rien. Mais maintenant, à chaque fois que je fais des tournages VR assez régulièrement, j'ai quasiment plus besoin de regarder le retour. Je vois déjà ce qui va. Et le rapport au metteur en scène de théâtre? Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire de la VR, je me suis dirigé vers différentes disciplines. Le premier, c'était les jeux vidéo. Moi, j'ai pas de culture de gaming, donc je suis allé dans des écoles de jeux vidéo. J'ai découvert ce que c'était qu'un chemin critique. Enfin, plein de choses qui m'ont vraiment nourri pour la narration VR. Le deuxième truc, c'était la mise en scène de spectacles vivants. Aussi bien le théâtre, mais également la danse et le cirque. C'est vraiment j'ai lu des bouquins là-dessus, j'ai regardé des vidéos. Enfin, ça a vraiment été quelque chose d'important. Le son, évidemment. Et je vous dis tout ce qui est scénographie. En fait, la scénographie et la direction artistique de la scénographie est aussi très importante. Mais j'ai vraiment essayé en fait d'élargir tout de suite. Ça a été mon premier réflexe. Hein, je ne suis pas le seul à avoir en me disant c'est pas du cinéma, c'est vraiment un truc propre. Mais par contre, c'est quelque chose qui va emprunter à toutes ces disciplines-là. Hein. Et il y en a encore une autre, mais je ne me rappelle plus laquelle, qui était importante. Enfin, ça me reviendra. D'autres questions? Oui, il y a du coup, je rebondis.
il y a aussi tout ce qui vient de l'illustration, la bande dessinée et l'illustration, le roman graphique, etc. Il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là, à mixer avec la VR. Évidemment, il y a animation et VR, mais c'est intéressant de voir que les premières œuvres d'animation qui nous ont fait vraiment délirer, c'était les Dear Angelica ou ce genre de choses où il y a effectivement ce que tu dis, ce concept, cette notion de scénographie et de construction autour de nous qui nous donne cette sensation d'immersion qui me semble particulièrement intéressante. Moi, ce que j'aime dans ces possibilités que nous offre la VR, qui n'est finalement que de la technologie au service de la narration, c'est effectivement cette possibilité d'hybridation des arts. Et c'est là où je te rejoins totalement dans ton approche, qui est totalement multi-art, en fait. Moi, c'est ça tout de suite qui m'a attiré. Ça, c'est sûr que c'est vraiment formidable pour ça. Mais pour ce qui est de la BD, alors il y a deux trucs. Par exemple, il y a par exemple, c'était quoi, Sol, non? C'est ça? Sens VR. Sens, ouais. Sens VR, adapté de l'œuvre de Sens, qui était une adaptation d'une BD, c'était vraiment une très bonne adaptation. Mais sinon, moi, dans le premier truc que j'ai fait en VR, en fait, dans le teaser, j'avais mis vraiment des planches de BD qui apparaissaient, qui venaient vers nous. En fait, on peut vraiment mixer la 2D, mettre de la 2D, des images 2D dans la sphère VR, ça marche très bien. Passer de la 3D à la 2D en VR, ça marche. Enfin, il y a vraiment de multiples choses à inventer qui fonctionnent. Il faut juste vérifier en temps réel dans le casque si la bonne idée qu'on croit avoir sur le papier ou qui a l'air de fonctionner quand vous le regardez sur votre iPhone ou en montage, il faut tout de suite vérifier dans le casque. Hein. Donc si vous montez de la VR, il faut essayer d'avoir un casque pour monter en direct comme ça. Ouais, ça a l'air de rien, mais c'est des petits process qu'on a mis, parce qu'au début, il fallait exporter, foutre dans le téléphone. Rien que ça, déjà, bon, je vous dis pas quand ça tue l'amour, quoi. C'est quand une fois que vous avez fait ça 4 fois, 5 fois, après vous avez la flemme de le faire. Puis des fois, vous montez des trucs, et puis une fois que vous regardez dans le casque, c'est trop tard. Donc avoir des systèmes de montage fluides. Mais bon, là, ça commence à rouler. Là, on a un process qui marche bien. Et on a tout de même réussi. Là, on a fini le premier montage qui fait 60 minutes en 4 parties. Et ça a l'air de ressembler pour l'instant à une histoire, quoi. Et alors du coup, ton 4 parties, comment t'envisages que les gens vont le regarder? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont se faire les 60 minutes sous le casque sans s'arrêter, sans reprendre leur souffle, sachant que ouais, en fait, connaissant l'histoire, c'est quand même assez claustrophobique. Ou est-ce que tu imagines qu'une espèce de lancement des épisodes à une périodicité à imaginer sur une plateforme qui le traiterait un peu plus comme un format sériel, ou tu préfères l'idée que c'est un film? Alors pour l'instant, en fait, on est passé par différentes hypothèses. Au début, c'était vraiment un long métrage. Je me suis dit, allez, on va balancer 60 minutes. Bon, je me suis vite aperçu que c'était une connerie. Après, on est passé vraiment sur une série. Donc on avait fait 11 épisodes qui étaient vraiment... Et puis là, en fait, on est revenu en arrière il y a très peu de temps. Je me suis dit, mais non, c'est jamais, on va mobiliser. Quand en fait, c'est après une réunion avec MK2, j'ai commencé à regarder, enfin, chose que je savais, mais j'avais occulté cette question, la question de la diffusion. C'est qu'aujourd'hui, pour mobiliser quelqu'un qui mette un casque, vu qu'il n'y a pas d'équipement encore ménager, enfin, des gens, c'est pas évident. Donc faire revenir 9 fois de suite une personne pour qu'il vienne suivre un épisode, une histoire qui est tout de même très immersive, trop compliqué. Donc je pense qu'une fois qu'on a coincé le spectateur, il ne faut plus qu'il s'échappe. Pour ça, il y a un nouveau truc qui s'appelle le positron qui vient de sortir, qui a l'air génial. C'est un œuf. Cet œuf, vous êtes super bien installé dedans et il est programmé un petit peu en fonction du montage. Donc vous voyez, il bouge un peu en arrière. Donc là, une fois que vous avez mis la personne dans cet œuf, ce qui, je pense qu'on va faire, enfin on est parti pour ça. Et là, en fait, moi, je vais jouer sur la fausse, c'est-à-dire que la personne va sortir de l'histoire, mais il va revenir dans le monde intermédiaire. Donc, il rentre dans une séquence. Il y a une première séquence fait 8 minutes, la deuxième en fait 18, la troisième 20 et la quatrième 5. C'est pas ouf, en vrai. Hop, il fait une séquence, il revient, il se repose un peu, il entend la voix de Kassovitz, il voit des jolies images, et pouf, il refait un truc. Vous voyez, c'est un peu comme s'il était au théâtre. Sauf qu'il aura l'impression tout de même de se reposer entre les trucs. C'est un pari. Maintenant, peut-être que tout le monde va me jeter des tomates et que les gens vont arracher le casque au bout de 5 minutes en disant « Qu'est-ce que c'est que cette...
Tu as le mérite de j'en sais rien, en tester fait. un nouveau format. Ouais. Mais donc, en fait, là, pour l'instant, je suis entre la série et le long métrage, et je pense que de toute façon, on va être obligé d'inventer des trucs, puisque c'est quelque chose de nouveau. Mais là, vraiment, c'est ni une série, ni un long métrage, c'est à la fois une série et un long métrage. Ouais. C'est comme Sans la physique vouloir quantique, c'est à la établir fois de une partie. comparaison avec ce vieux média qu'est la télévision, ça ressemble quand même aux mini-séries en 3 épisodes, par exemple, Ouais. qui se consomment en général en une soirée, d'ailleurs que les chaînes diffusent dans la même soirée, mais avec la pause, la pause toilette et la pause pub au milieu. Ouais, non, mais c'est tu as ça. raison, hein, Ouais. l'histoire du positron, c'est pas une mauvaise idée. Et si vous voulez le tester, d'ailleurs, il est chez, sans faire de pub pour. Il est au bon nos marché en amis. ce moment, non? Non, il est au MK2VR. Ah, il est retourné au MK2VR parce Ouais. qu'il était parti au bon marché l'autre jour. Ils l'ont testé parce qu'ils font un truc éphémère Kids, D'accord. Kids MK2. Et donc, bon marché. et là, ce projet-là va être intégré aussi dans une scénographie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le côté scéno et essayer de créer un événement dédié dans des lieux qui vont pas être une salle de cinéma où votre truc va être balancé au bout d'une semaine, ou un store qui est tout de même assez aléatoire, parce que là, nous, notre projet, on a fait un projet premium, c'est-à-dire qu'il faut tout de même un bon casque. Comme c'est long, ça pose des problèmes de téléchargement et d'hébergement qui coûtent une blinde. Enfin bon, je vous passe. Le problème quand on fait ce genre de... Moi, je suis pas geek, hein, j'ai horreur de la technique. Donc, mais à chaque jour, vous êtes confronté à un problème technique qu'il faut résoudre, que ce soit la prise de vue, la diffusion, le téléchargement, le son, comme je vous dis. Donc, on est obligé de se confronter à ça. Mais aller dans des endroits dédiés où les gens vont pouvoir se poser. Parce que moi, je crois tout de même aussi un truc, c'est que non seulement vous avez 100% votre cerveau qui est pris, mais c'est un truc, il faut un peu sacraliser l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a tout de même l'acte de mettre le casque, de s'isoler du monde pendant un certain temps. Enfin, il y a tout de même une démarche qui est... et le faire dans un espace, je sais pas, comme le 104, comme de ce type de lieu où les gens vont pouvoir aller, vont se poser et vraiment faire une expérience et en ressortent en se disant, comme on va voir un film, hein, je pense que c'est une piste vraiment intéressante. Et puis ça permet une pérennité de la diffusion de votre projet qui est bien aussi. Je pense qu'il faut en profiter parce que là, il y a tout de même encore un petit effet de surprise de la VR. Donc il y a des espaces qui vont s'ouvrir qui ne sera peut-être pas le cas après, quoi. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je me posais des questions par rapport au son, mais pas à la technique du son, parce que celle-là, je la maîtrise, je la connais, mais plutôt à son esthétique et à sa poésie. Parce que là, je viens de voir des gens talentueux, et vous également, qui présentent des choses, c'est-à-dire de la narration, de belles images. J'entends parler beaucoup de l'image, j'en suis ravi, mais j'entends pas. J'entends très peu. Et voilà, donc c'est une question, je veux dire savoir si en effet il y a une véritable réflexion. Plus qu'une réflexion, je vais vous dire, là, sur Fan Club précisément, c'est le son qui va emporter le morceau, hein. Je n'arrête pas de le dire. Le seul problème, là, je vous ai parlé des problèmes techniques, mais c'est qu'en fait, évidemment, le son doit être spatialisé. C'est pas du son binaural, parce que moi, justement, j'avais fait du son binaural avec Nouveau Son là, de Radio France. Le son spatialisé est encore différent. Sauf que, je vous dis, entre la promesse qu'on vous fait et ce qui est techniquement aujourd'hui possible, c'est-à-dire quand je dis techniquement possible, c'est-à-dire que ce soit fluide dans la diffusion, que tout le monde puisse l'entendre et tout ça, il y a d'une part ces problèmes-là que ça pose, les problèmes de gestion, parce que ce n'est pas tous les mêmes standards, mais après, il y a la question de savoir comment, ce n'est pas les mêmes développements. Vous êtes obligé de faire un montage qui soit un peu interactif, c'est-à-dire que quand vous tournez la tête, votre son doit évidemment bouger avec vous, parce que sinon la spatialisation devient caduque. Donc ça, c'est aussi un coût qui n'est pas négligeable. Ça augmente le budget. Mais pour répondre à vos questions d'un point de vue artistique, oui, le son est prépondérant. Vraiment, c'est pour moi même plus que l'image, parce que comme je vous dis, votre image, pour moi, elle n'est pas de la qualité. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à avoir des super images en 40K. Là, c'est pas du tout le cas, malheureusement, avec les prises de vue réelles en VR. Donc le son, pour moi, va venir justement suppléer aussi à ça. Oui, parce que souvent on parle en effet, je veux dire, d'ambisonique, de son binaural, etc. Mais notre métier est un métier d'illusionniste. Donc je veux dire, c'est nous qui créons en fin de compte les formats. Et bien des fois, je veux dire, moi, en tout cas pour la musique et le son, je veux dire, on fait des choses, je veux dire, qui sont absolument impossibles et qui ne sont pas lors d'un concert. Mais quand on les écoute sur un disque, on se rend compte, je veux dire, qu'en effet, ça a complètement changé. Et je pense que pour la réalité virtuelle, pardon,
c'est un peu la même chose. Et il faut créer de nouveaux standards et pas seulement se baser sur des technologies, mais plutôt sur uniquement la sensation. Et donc c'est pour ça que je parlais de poésie et d'esthétique. Ben là, oui, là, si vous voulez, mon projet, naturellement, c'est un truc un peu barré, donc ça s'y prête. Enfin, je veux dire, ça s'y prête de fait. Je suis pas dans une narration réaliste. On est plutôt dans un conte de fées un peu entre Jodorowsky, Guillermo del Toro, enfin pour prendre des références prestigieuses, ou aussi ce film en noir et blanc, Bianca Negra, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui était une adaptation de Blanche-Neige en noir et blanc. Non, vous l'avez pas vu, c'est formidable. Si vous regardez les projets qui font référence et qui tournent un peu dans les festivals, qui ont des prix, vous constaterez que en fait, le son est de toute façon toujours prépondérant, très important. Il y a des réalisateurs son, il y a des boîtes qui se sont illustrées, je pense à des Audio Gaming ou même Novelab ou ce genre de boîtes, qui sont des coproducteurs, c'est pas juste des prestataires sur les films. Et donc le fait qu'il y ait un réalisateur son, et vous regardez un des projets qui vraiment a fait rayonner l'expertise française, c'est Notes on Blindness. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'image. Par contre, il y a une réalisation de son qui est absolument dinguissime. Et vous parliez de poésie, là, je pense qu'on est tout à fait dans le sujet. Donc oui, et c'est évidemment un conseil, mais je pense que tous nos lauréats du labo le savent, c'est hyper important, beaucoup plus que dans un film plat, de travailler le son comme un élément au même niveau que le storytelling ou la technologie. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez que... Parce qu'on a la chance d'avoir Vincent qui est aujourd'hui... C'est une chance tout de même assez inouïe, hein, je vous le fais remarquer. Non, mais tu as l'air de continuer à discuter. Il est hyper bavard, tant mieux. Bon, vous voulez qu'on continue à discuter autour d'un verre? Allons plutôt boire un verre. Voilà. Hein. Et merci pour votre attention merci d'être venu, en tout cas. Religieuse. Et merci aux lauréats du labo d'avoir rempli l'exercice avec brio.